priori, je pense que c'est bon. Camille, Elvire, je vous propose de débuter, si vous en êtes d'accord. Du côté du régisseur, on me dit que c'est bon également. Ok, donc on va commencer si vous voulez bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints sur ce webinaire consacré aux troubles 10, en écho bien évidemment à la journée des 10 qui est prévue demain 10 octobre, 10-10. Je remercie Camille pour ce petit rappel. Donc nous allons évoquer le sujet des 10. Pourquoi? Parce que Camille et Elvire nous expliqueront tout ceci bien évidemment, mais c'est un sujet de plus en plus d'actualité avec des vraies interrogations de la part des soignants. Je fais un petit aparté. Ce webinaire est essentiellement destiné aux professionnels de santé puisque MACSF est le premier assureur des professionnels de santé, mais on entend parfaitement, bien entendu, que les patientes, les patients et les familles des patients puissent être intéressés par ce sujet. Je vais tout de suite faire les présentations, si vous voulez bien. Nous avons le plaisir d'accueillir Camille Lelièvre, qui est orthophoniste en Normandie et qui est vice-présidente de la Fédération nationale des orthophonistes. Et nous remercions beaucoup Camille et la FNO de se joindre à MACSF pour cette présentation sur les 10. Nous avons le plaisir également d'accueillir Elvire Cassan, qui est juriste de formation, que j'ai eu le plaisir de côtoyer chez MACSF il y a déjà quelques années, et qui est surtout l'autrice d'un livre remarquable qui s'appelle L'Odyssée des 10, qui est publié aux éditions Stock, que je vous encourage vivement à découvrir. Et Elvire nous fera part de son expérience, de son vécu, puisqu'elle est confrontée dans sa vie personnelle et familiale à ce sujet des 10. Voilà, j'ai planté le décor. Si vous voulez bien, Camille, je vais tout de suite vous laisser la parole. Et puis, petite dernière précision, nous aurons bien évidemment un temps de questions à la fin de cette présentation de 45 minutes environ. Vous pourrez poser toutes vos questions au niveau du chat sans difficulté. Nous les prendrons avec plaisir. Camille, je vous laisse la parole et je passe les diapos. Merci Thierry, je suis ravie aussi d'être là aujourd'hui pour parler des troubles des apprentissages, appelés aussi troubles 10. Alors, donc de quoi parle-t-on justement? On voulait commencer par parler de un petit peu comment on appelle ces troubles-là, parce qu'il y a différents noms qu'on peut voir. Dans le grand public, on va parler plus de troubles 10, donc dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, etc. Mais chez les professionnels de santé, notamment les orthophonistes, ce sont des termes qu'on n'utilise plus et on va utiliser d'autres termes. Donc, parfois, il peut y avoir des confusions, des difficultés de compréhension par rapport à, voilà, de quoi parle-t-on. Alors, donc, on a d'abord les plus connus, les plus courants, les troubles spécifiques du langage écrit, TSLE. Eh bien, cela, correspondent à la dyslexie et la dysorthographie. Quand il y a un déficit en lecture, c'est ce qu'on appelait la dyslexie. Quand il y a un déficit en orthographe, c'est ce qu'on appelle la dysorthographie. Mais on l'appelle maintenant trouble spécifique du langage écrit parce qu'il s'agit d'un seul et même trouble, en fait, qui peut se présenter ces deux symptomatiques différentes. Donc, c'est deux facettes d'une même médaille, en fait. Après, on a le trouble spécifique des apprentissages en mathématiques. C'est donc le nouveau terme, on dit TSAM aussi des fois, qui correspond à la dyscalculie. On a aussi, par rapport au langage oral, qu'on appelle maintenant le trouble développemental du langage, appelé aussi TDL, donc, ou le trouble des sons de la parole. Donc ça, c'est ce qu'on appelait la dysphasie. Donc la dysphasie, avant, on avait tout un tas de dysphasies différentes, dysphasie phonologico-syntaxique, etc. Et donc maintenant, il n'y a plus que ces deux-là, c'est trouble développemental du langage, quand il s'agit du langage en général, c'est-à-dire la syntaxe, les phrases, le lexique, etc. Et le trouble des sons de la parole, ça va être plus sur l'intelligibilité, les difficultés à former les sons, les difficultés à enchaîner les sons. Voilà, donc il y a ces deux versants-là. Ensuite, on a le trouble développemental de la coordination. Donc ça, c'est ce qu'on appelait la dyspraxie. Et quand on a une dysgraphie, c'est un trouble de l'écriture, du graphisme et pas de l'orthographe. Donc vraiment, c'est former ses lettres. Une des causes peut être la dyspraxie. C'est pas la seule, mais souvent c'est lié. Et souvent, quand il y a de la dyspraxie, en tout cas, il y a très souvent de la dysgraphie. Ensuite, on a le trouble du déficit. Alors, le terme officiel, c'est trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Mais maintenant, on a tendance à dire plutôt trouble de dysrégulation de l'attention avec ou sans hyperactivité parce que c'est pas toujours un déficit, c'est une alternance entre soit pas assez d'attention, soit parfois trop d'attention, ce qu'on appelle l'hyperfocus.
Donc, on va plutôt utiliser dysrégulation. Et donc, ça, c'est le TDAH. Et ça peut rentrer aussi dans les troubles 10 parce qu'on va parler de troubles dysexécutifs qu'on retrouve quasiment systématiquement chez les enfants qui ont un TDAH. Voilà, donc ça, c'était pour se mettre un peu d'accord sur les termes. On va utiliser aujourd'hui indifféremment les deux termes. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, tout ça, ça fait partie des troubles des apprentissages, des troubles du langage et des apprentissages, qui sont des troubles neurodéveloppementaux. Alors, comment on les diagnostique, comment on les caractérise? Alors, on s'appuie, moi, je m'appuie notamment, et beaucoup d'orthophonistes maintenant, sur le DSM-5, le manuel diagnostique des troubles de santé mentale américain. Il y a aussi la CIM-10, qui est européenne, mais maintenant, on s'appuie beaucoup plus sur le DSM-5. Donc, il faut qu'il y ait des difficultés qui soient significatives et durables. Donc, le côté durable est important. Il faut que ces difficultés elles persistent au moins 6 mois malgré une intervention ciblée. Et ça, c'est important à comprendre que malgré une intervention ciblée, c'est une intervention scolaire. C'est-à-dire qu'il faut, pour que nous, les orthophonistes, on puisse poser un diagnostic, qu'il y ait eu du soutien scolaire ciblé par les enseignants, ça peut être aussi par les parents, ou des cours particuliers, etc. Mais que si on a vu qu'il y avait des problèmes ou des difficultés au niveau de la lecture, et qu'il y ait eu du soutien particulier au niveau pédagogique et scolaire sur la lecture pendant 6 mois et que les troubles continuent. Sinon, en l'état, on n'a pas la possibilité de poser le diagnostic. Il faut qu'il y ait des répercussions sur les autres apprentissages ou sur des activités de la vie quotidienne. Pour les enfants sur les apprentissages et pour les adultes, ça va être sur la vie professionnelle. Et il faut qu'il ne soit pas mieux expliqué par un handicap intellectuel, des troubles, enfin une déficience visuelle ou une surdité, d'autres troubles neurologiques ou mentaux, de l'épilepsie par exemple, ça peut rentrer dedans, une adversité psychosociale, quand l'enfant est tellement envahi de problématiques diverses au niveau psychologique que ça lui permet pas de rentrer dans les apprentissages par exemple. Un manque de maîtrise de la langue ou un enseignement pédagogique inadéquat. Si l'enfant n'a pas été scolarisé pendant une grande partie de l'année scolaire pour diverses raisons, ça peut expliquer des troubles des apprentissages. Il faut que ce soit pas mieux expliqué, donc ça a changé un petit peu parce que maintenant on admet qu'il peut y avoir. Je sais pas. Pardon, excusez-moi. En fait, ça, c'est quelque chose qui a changé. C'est qu'avant, quand il y avait un handicap intellectuel, une surdité, etc., on disait qu'on ne pouvait pas diagnostiquer. C'était un critère d'exclusion. Et maintenant, il n'y a plus ce critère d'exclusion. C'est pas mieux expliqué. Donc, on peut avoir les deux. On peut avoir une surdité et un trouble spécifique des apprentissages. Donc ça, on va le voir avec des différents bilans. Voilà. Mais en tout cas, maintenant, on peut avoir les deux. Les deux autres derniers critères, c'est que les performances doivent être nettement inférieures à celles attendues pour l'âge, c'est-à-dire que ça va se faire avec un test normé, un bilan étalonné, donc en général un bilan orthophonique pour tout ce qui est lecture, mathématiques, écriture et langage. Et on va caractériser les troubles, c'est-à-dire que ces troubles ne sont pas forcément sévères, il peut y avoir un trouble durable, mais qui soit léger, moyen ou sévère. On peut passer, merci. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Alors, et donc, dans les derniers critères, il faut qu'il y ait au moins un des symptômes suivants, donc soit une lecture inexacte, lente ou laborieuse, donc ça peut être les trois ou un seul. Donc, l'enfant peut lire correctement, mais que ce soit très lent. Et c'est d'ailleurs une des choses qui reste souvent chez les plus grands, c'est qu'ils vont arriver à bien lire, mais il va rester une lenteur de lecture. C'est pour ça qu'on va ajouter, par exemple, des tiers-temps. Ça peut être des difficultés à comprendre le sens d'un texte lu. Il va lire correctement, mais l'enfant ne comprend pas ce qu'il lit. Des difficultés alors c'est une traduction de l'américain, à épeler les mots, mais en fait c'est l'orthographe, des difficultés en orthographe. Des troubles de l'expression écrite, n'arrive pas à structurer un texte, à construire un discours à l'écrit. Des difficultés à maîtriser le sens des nombres ou les calculs et des difficultés avec le raisonnement mathématique. Donc tout ça, c'est troubles spécifiques des apprentissages. On peut passer. Et donc, le point commun entre tous ces troubles 10, tous ces troubles spécifiques des apprentissages, c'est que les personnes, enfin les enfants puis les personnes quand ils grandissent, parce que c'est durable, ils vont pas automatiser ou mal automatiser ou mettre beaucoup plus de temps à automatiser quelque chose. Pour la dyslexie, ils vont mettre du temps à automatiser la reconnaissance des mots. C'est-à-dire que quand on a un lecteur expert, adulte, enfin comme vous et moi, les mots, vous les reconnaissez directement. Vous n'avez pas besoin de lire de manière, syllabe par syllabe, son par son, ce qui est très coûteux en mémoire de travail. Et donc, comme ça ne s'automatise pas, ça demande beaucoup plus de charge mentale. Pour la dysorthographie, ce qu'ils ne vont pas automatiser, ça va être soit l'orthographe lexicale, donc comment les mots s'écrivent,
soit les régularités orthographiques, c'est-à-dire que implicitement, de manière automatique, on a des sortes de statistiques de comment s'écrivent les mots, qu'est-ce qui est probable, qu'est-ce qui n'est pas probable, ou même on sait exactement comment s'écrivent les choses de manière régulière. Par exemple, si un mot commence par le son K, comme camion, ça va vous sembler assez improbable de l'écrire avec un K, par exemple, parce qu'il y a peu de chances que ce soit avec un K. Mais une personne dysorthographique, bah, il risque de ne pas avoir ce sens des probabilités de qu'est-ce qui est probable ou pas. Donc voilà. Et ce qu'ils vont avoir du mal à automatiser aussi, c'est les règles de grammaire. Moi, quand j'écris un mot au pluriel, je n'ai pas du tout à réfléchir, c'est tout à fait automatique que je mette un S à la fin du mot. Et bien ça, pour une personne dysorthographique, ça peut ne pas être automatique. Donc, encore une fois, coûteux. Pour la dyscalculie, ce qui va être mal automatisé ou avoir du mal à s'automatiser, ça va être la perception des quantités. Donc, les quantités, on a ce qu'on appelle le sens du nombre, et de manière rapide, presque inconsciente, on peut, si vous voyez 3 choses, eh bien, vous allez voir tout de suite que ça fait 3, ou si vous voyez 12 choses et à côté 14 choses, vous allez voir sans avoir besoin de dénombrer, de compter, que là où il y en a 14, il y en a plus. Eh bien, ça, les élèves, les enfants, enfin les personnes dyscalculiques, ça va être beaucoup plus difficile pour eux. Ils ne vont pas l'automatiser, donc ils vont être obligés de compter combien il y en a. La lecture et l'écriture de nombres aussi vont avoir du mal à s'automatiser, donc vous allez avoir besoin beaucoup de réfléchir. Quand vous voyez le nombre 328, vous n'avez pas besoin de réfléchir pour lire 328. Et bien là, une personne dyscalculique va avoir besoin de réfléchir comment on lit ce nombre, comment on l'écrit. Pareil pour les calculs ou les stratégies de résolution de problèmes. Donc, comment on fait pour résoudre un problème? On a des stratégies qui se mettent en place automatiquement. Ça, c'est pareil, ça va avoir du mal à s'automatiser. Pour tout ce qui est dyspraxie, dysgraphie, ce qui va avoir du mal à s'automatiser, c'est l'enchaînement des gestes. Par exemple, quand on fait ses lacets, on ne réfléchit pas à comment on fait nos lacets. Une fois qu'on l'a appris, quand on était petit, quand on l'a appris, bah, c'était un petit peu long, mais maintenant, il n'y a plus besoin de réfléchir. Et bien là, vous avez besoin de réfléchir. Par exemple, si vous essayez d'écrire avec votre main gauche, vous allez peut-être arriver à le faire, mais vous avez besoin de réfléchir à comment vous faites comment vous tracez vos lettres. Et donc ça, bah, pour les personnes dyspraxiques ou dysgraphiques, et bah, c'est même avec leurs mains dominantes. Et pour les personnes qui ont une dysphasie, ce qui va avoir du mal à s'automatiser, c'est le traitement des sons de la parole, c'est-à-dire le fait d'analyser, de découper, d'arriver à entendre les différents sons de la parole et comment ils s'enchaînent et dans quel ordre. Le geste moteur de production des sons, c'est-à-dire pour faire je sais pas quoi, un B, et ben, j'ai pas besoin de réfléchir, juste je dis un B, et ben, des personnes qui ont notamment une dyspraxie verbale, enfin une certaine forme de dysphasie, et ben, ils vont devoir réfléchir que pour faire un B, il faut qu'ils mettent leurs lèvres comme ça, etc. Donc, ce geste moteur, comme ça, il peut ne pas être automatique. L'accès au lexique aussi peut ne pas être automatique, donc peut être plus lent. Et ça peut poser des problèmes, notamment pour la lecture après, on verra. Et la syntaxe, besoin de réfléchir à comment je mets les mots ensemble pour faire ma phrase. Voilà, donc ça, c'est le point commun. On peut passer à la diapo suivante. Merci. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, donc au niveau du langage écrit, donc trouble spécifique du langage écrit, dyslexie, dysorthographie, les conséquences d'une dyslexie. Donc, une dyslexie, ça se définit comme un déficit d'identification des mots écrits. C'est vraiment au niveau des mots qu'il y a la dyslexie. Ça a d'autres conséquences, mais c'est vraiment comme ça qu'on définit. Donc, les conséquences, ça va être qu'il va y avoir des erreurs de lecture, bien sûr, une lenteur de lecture. Les conséquences, ça peut être aussi des difficultés de compréhension de textes écrits et un trouble de l'orthographe, donc une dysorthographie. Et alors, quelle est l'origine de ce trouble de dyslexie? En général, il y a 3 origines cognitives qu'on peut avoir. On peut avoir une seule ou les 3 ou 2 ou les 3 qui se combinent. Le plus courant, c'est un trouble phonologique. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les difficultés de traitement des sons, de discrimination des sons, de manipulation des sons. Donc ça, c'est la dyslexie la plus courante quand il y a un trouble phonologique. Après, on a le trouble d'accès au lexique, c'est-à-dire que quand on déchiffre comme ça, avec le côté phonologique, et bien après, il faut accéder aux mots qu'on a pour comprendre le mot et pour pouvoir le lire. Et bien quand ce trouble, quand cet accès au lexique, il est ralenti, et bien du coup, ça crée une dyslexie, quoi. Et la troisième cause, ça peut être un trouble visuo-attentionnel, parce que pour lire, il faut bien utiliser ses yeux, et quand il y a des problèmes au niveau visuo-attentionnel, ça crée aussi un certain type de dyslexie, avec notamment tout ce qui est inversion, saut de ligne, enfin voilà, les différents troubles, c'est des profils un petit peu différents, mais en tout cas, et l'un n'empêche pas l'autre, on peut avoir ces trois origines différentes. Je peux passer.
Au niveau du calcul et des mathématiques, donc là, c'est un déficit du traitement du nombre, c'est comme ça que se définit la dyscalculie, ou bien un trouble du raisonnement. On a ces deux grands champs comme ça de la dyscalculie. Les conséquences, ça va être des difficultés à identifier les quantités. Comme je vous disais tout à l'heure, si vous lancez un dé, vous voyez que c'est 6, et ben, un enfant avec une dyscalculie va être obligé de compter les points sur le dé, par exemple. Des difficultés à estimer les nombres aussi, les quantités, et à comparer les quantités. Aussi des difficultés à lire et écrire les nombres, qui peuvent être soit les petits nombres, et souvent ce qui reste un peu, ça va être sur les grands nombres avec les millions. Des difficultés à effectuer des calculs et aussi des mesures. Des difficultés de raisonnement et des difficultés à résoudre des problèmes mathématiques. Et au quotidien, ça peut entraîner des difficultés à jouer à un jeu de société, par exemple, à se déplacer sur les cases d'un plateau, le dé qu'on lance, compter les points, compter les cartes, etc. Des difficultés à lire l'heure, ce qui peut poser des problèmes d'organisation après, des difficultés à s'organiser dans le temps, et des difficultés à manipuler l'argent. Donc sur les adultes, ça peut être des choses des plaintes qui émergent parce que y a des difficultés à manipuler l'argent qui font que c'est compliqué, et des difficultés d'organisation. Souvent, c'est les deux premières plaintes qui amènent des adultes non diagnostiqués à consulter. Et puis des difficultés à mesurer. L'origine cognitive d'un trouble d'une dyscalculie, c'est un déficit du sens du nombre, donc ce que je vous disais tout à l'heure de percevoir les quantités, ou d'accès au sens du nombre via les codes symboliques, c'est-à-dire c'est pas les quantités elles-mêmes quand on voit, je sais pas quoi, 3 bonbons sur une table, mais c'est quand je vois le chiffre 3 à me représenter la quantité que ça fait, ou quand j'entends le mot 3 à me représenter la quantité que ça fait. Ça, c'est un déficit d'accès au sens du nombre. Ou bien, une dyscalculie peut être causée par d'autres troubles cognitifs spécifiques. Donc, un trouble du langage peut entraîner une dyscalculie. Une dyspraxie peut entraîner aussi une dyscalculie. Et un trouble des fonctions exécutives peut aussi entraîner une dyscalculie, par exemple. Donc, c'est ce qu'on appelait avant dyscalculie primaire, c'est celui avec le déficit du sens du nombre. Dyscalculie secondaire, c'est celui qui est secondaire à d'autres troubles cognitifs spécifiques. Maintenant, on parle dans tous les cas de troubles spécifiques des acquisitions en mathématiques, mais avec déficit cognitif numérique ou déficit cognitif autrement. C'est beaucoup plus long, c'est plus précis, et c'est plus pratique pour nous après pour la rééducation notamment, et comment on va prendre en soin après. Mais bon, ça fait des termes un petit peu plus longs qu'avant. Mais en gros, c'est voilà, dyscalculie primaire, dyscalculie secondaire. On peut passer à la suite. Alors, au niveau de la coordination, donc la dyspraxie, donc c'est un trouble de la planification, la réalisation, la coordination et de l'automatisation des gestes volontaires. Donc, pas les réflexes, uniquement les gestes volontaires. Ils ont besoin d'être programmés. Et donc ça va être compliqué de programmer comment on va faire le geste. Et puis après, quand on a programmé, comment on le fait. Et quand il y a plusieurs gestes, comment on les coordonne entre eux. Et ça s'automatise mal, comme on le disait tout à l'heure. Donc, les conséquences, ça peut être des difficultés dans la motricité globale, donc une maladresse un peu, des enfants un petit peu pâteaux comme ça, dans le repérage de ce qu'on peut repérer, des difficultés de coordination, un mouvement ça va, mais plusieurs ça devient compliqué. Ça peut être aussi des troubles de la motricité fine, donc on va repérer notamment en classe, ça va être repéré particulièrement avec des troubles du graphisme, mais ça peut être d'autres troubles de la motricité fine. C'est des enfants souvent qui vont pas trop aimer les choses fines comme enfiler des perles, faire des petits Legos, des choses comme ça, ou même dessiner. Alors, il y en a qui aiment bien, mais voilà, parfois c'est des choses qu'on peut repérer. Il peut y avoir aussi dans la dyspraxie des troubles des gestes, mais oculomoteurs, ce qui fait que ça cause des problèmes au niveau visuel et donc des problèmes de lecture, par exemple. Donc, voilà, des gestes, c'est pas uniquement la main et pas uniquement le global, mais aussi au niveau oculomoteur. Donc, ça fait une dyspraxie visio-spatiale. Des problèmes aussi dans la coordination œil-main, parce que si on a du mal dans la coordination des gestes, le geste de l'œil et le geste de la main, ce sont des gestes à coordonner. Donc là, ça peut faire des troubles notamment du graphisme. Et des difficultés de repérage dans l'espace et de l'orientation. On peut avoir aussi, comme pour parler, c'est des gestes aussi, des troubles dans la coordination et la programmation des gestes moteurs de la parole. Donc, ce qu'on va appeler une dyspraxie verbale. Ils ont du mal à coordonner leurs mouvements, parce que parler, ça demande des mouvements très fins et très rapides, finalement, des lèvres, de la langue, de la mâchoire, notamment du larynx aussi. Donc, tout ça, ça a besoin d'être coordonné. Et donc, quand il y a une dyspraxie, ça peut causer des troubles au niveau du langage, de la prononciation. Et tout ça, bien sûr, peut avoir comme conséquence une lenteur pour réaliser toutes sortes de gestes,
bien sûr une fatigabilité et du coup des difficultés de concentration à cause de cette fatigabilité. L'origine cognitive du trouble, c'est un trouble développemental qui se fait dès la naissance, dans la préprogrammation des gestes complexes, intentionnels et finalisés. Donc voilà, donc c'est un trouble de l'acquisition, de la réalisation du geste, mais c'est en dehors d'un déficit moteur. Le problème, il n'est pas moteur, il est vraiment cognitif au niveau de la programmation du geste. Tous les muscles, tout ça vont bien, mais c'est vraiment cognitif. Et c'est pas un problème non plus de compréhension de la consigne. Ça serait un problème de langage. Donc, en dehors d'un problème de compréhension de la consigne et au niveau moteur, physique, tout va bien, c'est vraiment cognitif, la programmation du geste. C'est la diapo suivante. Et donc, le langage, c'est ce qu'on appelait la dysphasie. Donc là, c'est un déficit qui est persistant, qui peut être soit au niveau de la compréhension, donc réceptif, ou bien au niveau de l'expression expressive, ou bien les deux, avec un impact fonctionnel dans la vie quotidienne. Donc, il faut que la personne soit gênée d'une ou plusieurs sphères langagières. Donc, on a différents domaines dans le langage. Ça peut être donc les sons, la phonologie, la syntaxe, donc les phrases, comment on agence les mots entre eux, la morphologie, les règles de grammaire. Ça peut être au niveau du vocabulaire, donc à la fois soit peu de lexique, soit des difficultés d'accès au lexique, ou soit au niveau du sens, peu de liens entre les mots ou des difficultés de compréhension du lexique. Au niveau de la pragmatique c'est de tenir compte du contexte et notamment social pour communiquer. Donc ça, c'est une autre partie du langage qui peut être une autre forme de dysphasie. Au niveau du discours, donc je fais bien mes phrases, mais après, comment j'organise mon discours pour être compréhensible, que je passe pas du coq à l'âne, que je me perde dans des choses sans qualité, pas construites, quoi. Et du coup, je fais un discours de très très long, alors que c'est quelque chose que j'aurais pu résumer en 2 phrases. Et puis l'apprentissage et la mémoire verbale aussi. Donc ça, c'est la capacité à acquérir, à retenir l'information langagière, peut aussi être touchée dans la dysphasie. Donc ça, pareil, c'est un trouble neurodéveloppemental qui est présent dès la naissance, qu'on ne va voir qu'à partir de l'apparition du langage, bien sûr, mais qui est présent dès la naissance. C'est pas quelque chose qui est à cause de l'environnement et du contexte. Donc, c'est pas causé par une condition biomédicale, donc c'est en dehors d'une surdité, ou pas mieux explicable par une surdité. Encore une fois, on peut avoir les deux avec des bilans un petit peu fins, mais en tout cas, c'est pas mieux explicable par une surdité, qui peut aussi causer des problèmes de langage, un syndrome génétique, un trouble du spectre de l'autisme, une épilepsie, etc. Et c'est pas non plus à cause d'un manque de stimulation de l'environnement. Dans ce cas-là, on va pas parler d'un trouble développemental du langage, le nouveau nom de la dysphasie, mais d'un trouble du langage, ce qu'on appelait avant un retard de langage. Donc là, dans tous les cas, on parle de trouble, mais si c'est à cause d'une carence environnementale ou d'une condition biomédicale, on va parler de trouble du langage. Merci beaucoup Camille pour ces rappels et très descriptifs. Je pense que vos explications ont déjà répondu à un certain nombre de questions puisqu'on avait des interrogations sur 10, TDA, etc. Merci beaucoup. Elvire, tu veux peut-être nous donner ton point de vue, peut-être beaucoup plus personnel. On a entendu le point de vue du soignant, du point de vue du parent. On peut te laisser la parole. Oui, donc déjà, merci d'avoir organisé ce webinaire. Moi, je suis concernée parentalement. J'ai une enfant qui a 10 ans aujourd'hui, donc 10 ans et demi, qui est multi-10. Donc ça, c'est assez important pour moi de le préciser parce qu'en fait, souvent, les troubles peuvent s'imbriquer. Donc moi, le premier diagnostic en fait, qui concerne ma fille, il est sur ce qu'on appelle aujourd'hui le trouble du langage écrit, donc dyslexie, dysorthographie. Et puis, comme ils ont des stratégies, moi je les appelle les champions du contournement. Elle a beaucoup compensé en mathématiques. Elle a un diagnostic de dyscalculie, donc le terme a changé, TSAM aujourd'hui, 1 an plus tard. Et donc ça veut dire qu'il faut repartir en rééducation et trouver des orthophonistes qui sont spécialisés. Il y a quand même une pénurie qui est importante. Après, il y a des diagnostics qui peuvent être associés, ça a été dit par Camille, de TDAH, trouble de l'attention avec hyperactivité, ou en tout cas, s'il n'y a pas un TDAH, ils peuvent quand même souvent avoir un trouble dysexécutif. C'est quand même des enfants qui ont souvent du mal à se repérer dans le temps, dans l'espace, à organiser leurs pensées. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des remédiations qui sont aussi prévues à l'école avec des accompagnants des élèves en situation de handicap quand il y a beaucoup de troubles. Mais en tout cas, voilà, il y a 40% des troubles donc, qui s'imbriquent. Donc on parle de multi-10. Et ce qui est compliqué pour eux, c'est que souvent l'apparition se fait quand même à l'école. C'est là où ils vont être le plus empêchés, notamment parce qu'on est dans un système en France où il y a beaucoup de choses qui sont demandées à l'écrit. Et donc, tous ces troubles
peut avoir des répercussions sur l'estime d'eux-mêmes. Moi, ça a été le cas pour ma fille. Hein. C'était une enfant qui avait plutôt confiance en elle et qui a complètement dégringolé avec l'école parce que c'est des enfants qui sont intelligents, hein, Camille l'a dit, il n'y a pas de déficience intellectuelle associée. Donc, ils se rendent bien compte qu'ils n'y arrivent pas. Ils peuvent être un peu raillés. Bon, il y a des études en ce sens, mais en tout cas, sans parler de ça, sans aller jusqu'au terme de harcèlement, ils se rendent bien compte qu'ils n'y arrivent pas et ça a des répercussions sur l'estime d'eux-mêmes. Donc, c'est vrai que moi, je trouve ça très important. Et je remercie Camille d'expliquer parce que les familles n'ont pas toujours, il n'y a pas toujours le temps qui est donné aussi aux familles pour expliquer exactement qu'est-ce que vit son enfant et donc la réalité des troubles. Donc, voilà. Merci beaucoup Elvire. Alors, on a beaucoup parlé de qu'est-ce que sont ces troubles 10, etc. Le point important, c'est bien évidemment d'essayer de creuser le sujet, comment les repérer et les dépister. Hein. Je pense que les choses ne sont pas extrêmement simples, notamment pour le médecin généraliste ou le pédiatre qui voit l'enfant. Juste pour rappel, vous l'avez à l'écran, si on regarde le repérage chez l'enfant, c'est à 61% par la famille, et puis à côté à l'école, les enseignants sur maternelle, primaire ou les collèges. Et chez l'adulte, c'est en règle générale peut-être un petit peu plus compliqué, notamment lorsqu'il y a un phénomène un accident de vie ou un problème professionnel. Camille, non, c'est Elvire, tu veux peut-être nous donner ton point de vue de ce côté-là? Oui, je veux bien préciser un tout petit peu. En fait, les chiffres qui sont annoncés, c'est des chiffres en fait qui ont été produits par la délégation interministérielle au handicap. Donc, effectivement, c'est la famille qui peut repérer dans 61% des cas pour les troubles du neurodéveloppement et aussi la dyslexie. Donc, c'était un peu global. Après, l'école repère quand même à 38%. Enfin, les évaluations nationales qui sont faites par les enseignants à chaque rentrée scolaire, elles servent à ça, en fait. Elles servent à identifier déjà des faibles lecteurs. Et après, dans les faibles lecteurs, Camille l'a très bien expliqué, on peut prendre l'enfant à l'école en petits groupes pour, par exemple, les aider sur des confusions de B et de D. Je prends un peu un cliché, mais pour que tout le monde comprenne. Et si au bout de 6 mois, le trouble reste persistant, là, il peut y avoir une proposition d'orientation vers un orthophoniste par l'école. Donc, c'est quand même souvent que ça se passe au niveau des parcours. Donc, en grande section, ça arrive, mais il faut quand même être bien informé, bien au courant. Souvent, quand même, c'est plutôt CP, courant CP qu'on se rend compte, en tout cas, pour tout ce qui concerne les troubles 10. Mais que je parle sous couvert de Camille. Après, la difficulté qui est rencontrée en tant que parent, c'est le manque de formation des enseignants, parce qu'ils ne sont pas formés malgré l'école inclusive. C'est 20 heures de formation hein, depuis 2019 en formation initiale, et c'est sur le handicap, pas sur les troubles 10 spécifiquement. Il y a une pénurie d'orthophonistes, donc ça, Camille est bien placée pour le savoir. Elle est vice-présidente de la Fédération nationale des orthophonistes, donc elle entend tous les jours, je pense, des plaintes de familles et de patients. Moi, je l'ai vécu aussi, c'est-à-dire que j'ai dû appeler 17 orthophonistes, et encore, j'habite à Paris, j'ai de la chance. Et en enquêtant pour le livre, régulièrement, il y a 2-3 ans d'attente, et moi, je rencontre des familles où des familles m'écrivent complètement désespérées, ne sachant pas quoi faire. Et il y a des départements où il y a 36% de zones sous-dotées en orthophonie en France, ce qui est ce qui est très difficile parce qu'on sait qu'il faut remédier, rééduquer les enfants avant les 10 ans, parce qu'il y a une plasticité cérébrale, et finalement, vous pouvez attendre 2 ans pour pouvoir aider votre enfant. Donc, ça crée une détresse importante dans les familles. Donc, voilà, c'est ce que je disais, l'importance des remédiations avant les 10 ans. Mais moi, tout ce que j'énonce, hein, c'est des travaux de l'INSERM notamment. C'est pas du tout qu'une expérience de parents, c'est aussi documenté. On peut vous mettre les références si vous le souhaitez. Merci beaucoup, Elvire. On va passer la parole à Camille. Juste un petit point, puisque je suis un peu le maître du temps. On risque d'être un petit peu short. Donc, on va peut-être avoir une vigilance à ce niveau-là. Merci beaucoup. Camille, je vous repasse la parole. Dépistage. Alors, donc, au niveau du dépistage, donc le dépistage, ce sont des actions organisées qu'on va faire passer à tout le monde sur un public cible. Donc, qui peut faire du dépistage? Donc, il y a les infirmières de PMI qui font des dépistages dans les écoles maternelles, et on a aussi le DP2O, alors maintenant on appelle le dépistage en maternelle. Donc, c'est un dépistage langage et vision à 3 ans en maternelle, où là, il y a des enseignants formés qui font passer des tests, et c'est les orthophonistes qui les analysent. Donc ça, c'est en train de se déployer dans toute la France. Et il y a surtout une information, il y a une information aux parents sur le développement du langage qui permet de donner des conseils, et que du coup, tout le monde puisse agir une fois que c'est dépisté en attendant un bilan. C'est-à-dire que c'est pas juste, il faut un bilan, mais il y a en plus de l'information et de la formation aux enseignants et aux parents, bref, à tous les acteurs qui peuvent agir.
Le médecin peut bien sûr dépister. Donc, en 2024, le gouvernement a quand même dit que le médecin traitant était acteur clé du repérage, mais aussi du dépistage. Il peut faire passer des tests de dépistage, des questionnaires. Il y a un questionnaire spécifique que les médecins peuvent faire passer lors des consultations de suivi pour les troubles neurodéveloppementaux, donc pas uniquement les troubles 10, mais tous les troubles neurodéveloppementaux dont font partie les troubles du langage et des apprentissages. Et donc, il y a une grille de repérage là, donc, que vous pouvez retrouver sur le site handicap.gouv.fr, etc., qu'on va voir, je crois, à la diapo d'après, il me semble. Mais en tout cas, ça permet de voir quand est-ce qu'on peut adresser, soit en médecine de ville, donc des spécialistes, des orthophonistes, des rééducateurs, ou bien vers une PCO si on est vers des troubles un petit peu plus complexes. La grille est un petit peu plus loin. La grille est un petit peu plus loin. Je passe à la diapo suivante. Oui. Et donc, la différence entre repérage et dépistage, donc Elvire l'a bien dit, le repérage, c'est beaucoup par les parents, les enseignants, et c'est vraiment une case essentielle, mais c'est pas la même chose que le dépistage. Donc, le repérage, on repère des difficultés. Donc, c'est fait que quelque chose, voilà, c'est pas quelque chose qui va pas, qui est pas normal. C'est pas normal que mon enfant soit autant en difficulté, ou en comparant avec d'autres enfants, avec une fratrie, par exemple, ou à l'école, en comparant avec les autres de la classe. Donc ça, c'est la première partie qui est très importante, et c'est important que tout le monde soit alerté au signe d'alerte, enfin informé au signe d'alerte, et puisse alerter le plus tôt possible, parce qu'effectivement, après, le parcours est très long. Le dépistage, donc celui-là, c'est des professionnels de santé qui le font, donc infirmiers, médecins, orthophonistes, etc., au moyen d'outils, et c'est des choses de manière systématique sur des populations cibles. Et ensuite, on a le diagnostic. Donc le diagnostic, ça se fait de manière individuelle avec des bilans approfondis qui sont des bilans qui sont longs. Un bilan orthophonique, ça demande 1 à 2 heures en général. Et on fait un bilan pour le langage oral, un bilan pour le langage écrit. C'est des bilans différents qu'on doit faire. Donc si on veut tout évaluer, on est sur 3 à 6 heures. Donc, alors, qui diagnostique quoi? Les troubles du langage oral, les troubles du langage écrit et les troubles de la cognition mathématique, ça, c'est des diagnostics orthophoniques. Par contre, les troubles des coordinations, la dyspraxie, le TDAH et le trouble du spectre de l'autisme, ça, ce sont des diagnostics médicaux. Donc, voilà, les orthophonistes peuvent poser des diagnostics, mais pas tous les diagnostics. On peut passer. Ce qui est important à retenir aussi, c'est que c'est important de détecter tôt, mais pas trop. Enfin, faut pas envoyer non plus chez l'orthophoniste trop tôt, parce qu'on ne peut pas diagnostiquer un trouble des apprentissages avant le début de l'apprentissage. Donc, par exemple, on ne peut pas faire de diagnostic de dyslexie avant au moins 6 mois de CP, quoi. Donc, par contre, on peut repérer des enfants à risque, et ça, c'est important de repérer le plus tôt possible les enfants à risque pour pouvoir bien les suivre, bien apporter un accompagnement, une attention pédagogique particulière, et voir dès qu'il y a un problème, tout de suite envoyer le plus tôt possible vers une démarche diagnostique. Repérer avant 7 ans les enfants à risque de troubles des apprentissages, ça permet d'intervenir le plus précocement possible par des orthophonismes, mais pas que. Et plus on intervient tôt, plus on peut atténuer les répercussions sur la scolarité, sur la vie quotidienne, sur la confiance en soi. Le fait de repérer tôt, ça permet aussi d'apporter au niveau pédagogique des aménagements, des stratégies pédagogiques adaptées, et de permettre que l'enfant soit en situation de réussite, même en attendant le bilan orthophonique. Et puis, comme le disait très bien Elvire, sur la santé mentale et la confiance en soi, pour éviter l'isolement. Il peut y avoir des comportements agressifs, parce que c'est des enfants qui vont être frustrés, parce qu'ils souvent ils fournissent énormément d'efforts et ça ne paye pas, en fait. Donc, du coup, il y a beaucoup de frustration qui peut amener chez certains à de l'agressivité. Et donc, à des comportements problématiques en classe. Et souvent, c'est là, quand ils posent problème, que les enseignants disent il faut faire quelque chose, il faut absolument un bilan orthophonique. Donc, c'est bien de repérer avant qu'il y ait ces troubles où l'enfant commence à être agité en classe. Voilà. Alors, c'est quoi les facteurs de risque qu'on peut repérer et les choses où on va porter une attention plus particulière à ces enfants-là, à vos patients, pour les professionnels de santé? Et donc, les signes précoces. Donc, déjà, les antécédents familiaux, quand dans la famille, les parents ou la fratrie a déjà des troubles des apprentissages, ils vont être beaucoup plus à risque d'avoir un trouble des apprentissages. Donc, on ne va pas attendre de voir si ça avance. Enfin, on va essayer d'aller dans une démarche diagnostique peut-être plus tôt. On va moins attendre.
Pour les troubles des apprentissages, donc lecture, écriture, mathématiques, on a un trouble du langage oral dans les antécédents, pareil, ils vont être beaucoup plus à risque, donc c'est pas la peine d'attendre très longtemps non plus pour entamer une démarche diagnostique. Quand il y a un trouble phonologique, donc ils confondent des sons à l'oral, donc ils confondent pas les lettres, ils confondent des sons à l'oral, qui n'arrivent pas à les isoler, à les identifier. Ça, c'est des choses qu'on voit bien en maternelle parce que c'est des choses qui sont des activités très courantes en maternelle. Donc ça, si on repère ça en maternelle, ça, c'est un enfant très à risque. Donc voilà, c'est important d'identifier tôt. Quand il y a des difficultés d'accès au lexique, et notamment quand ils mémorisent mal les noms des couleurs, qu'ils ont du mal voilà, ça rentre pas que ça c'est jaune, que ça c'est bleu. Alors on vérifie s'il y a une bonne vision des couleurs, hein, bien sûr, mais s'ils voient bien les couleurs, eh bien mal mémoriser les noms des couleurs et les jours de la semaine aussi, ça peut être un signe de difficulté d'accès au lexique. Donc pareil, signe d'alerte. Des difficultés à mémoriser l'alphabet. Hein, l'alphabet, il commence à l'apprendre dès la maternelle, donc ça c'est pareil, c'est prédicteur de troubles des apprentissages. Des difficultés à mémoriser la comptine numérique. Donc ça, plus pour les mathématiques, donc à compter 1, 2, 3, 4, 5, voilà, ils ont des difficultés à apprendre ça. Et quand ils lancent les dés, ils doivent compter les points sur un dé jusque tard. Donc quand ils sont tout petits, c'est normal, mais bon, en maternelle, normalement, en moyenne section, ils n'ont plus à compter les points sur le dé. S'ils ne reconnaissent pas le nom directement, pareil, ça peut être un signe d'alerte. Un enfant qui a des difficultés attentionnelles, c'est-à-dire qu'il va être très impulsif, qui va avoir du mal à gérer ses émotions, qui va avoir besoin de beaucoup bouger, ça aussi, ça peut être un signe d'alerte qui va nécessiter une attention particulière. Et quand un enfant qui a des difficultés importantes dans les activités manuelles et le graphisme, ça aussi, ça peut être un signe précoce, un signe qu'on peut repérer précocement. Vous avez à l'écran la grille dont vous parliez, Camille. Exactement. Vous pouvez retrouver sur le site de la HAS pour les différents signes d'alerte, les différents repères. Voilà, vous avez d'autres ressources, mais celle-là, elle est plutôt très bien faite. Je pense qu'on peut avancer. Voilà, c'est la suite de la grille que vous retrouvez sur le site de la HAS. Exactement. Vous avez tous les domaines. Alors, quand orienter et vers qui, Camille? Ça, c'est le vrai sujet. Donc ça, c'est la grille de repères pour orienter notamment vers une PCO. Donc si vous avez des difficultés qui persistent, comme on disait, malgré soutien d'au moins 6 mois, il ne faut pas commencer à aller vers les professionnels de santé dès la première difficulté scolaire. Il faut attendre voir si ça persiste. Et s'il y a eu j'insiste, il faut qu'il y ait un accompagnement pédagogique adapté. Parfois, malheureusement, on a des enseignants qui sont débordés en classe parce qu'ils n'ont pas forcément beaucoup de moyens non plus. Voilà, donc je leur jette pas la pierre, mais qui vont pas apporter d'aide spécialement à l'enfant et qui vont tout de suite envoyer chez l'orthophoniste. Donc voilà, il faut qu'il y ait un soutien pédagogique adapté pendant 6 mois. Un retard d'acquisition repéré par les parents ou par les enseignants. Et donc, vers quel professionnel on va orienter? L'orthophoniste, si on suspecte un trouble du langage oral ou du langage écrit, de la cognition mathématique ou du graphisme. Alors, c'est dans notre champ de compétences. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'orthophonistes qui ne le pratiquent pas. Voilà, mais en tout cas, vous pouvez orienter. Chez l'orthoptiste, c'est plutôt quand vous avez des choses de type saut de ligne, des inversions, une fatigabilité à la lecture ou des difficultés de graphisme qui peuvent être causées par la coordination œil-main, par exemple, ou des difficultés visio-constructives. Si vous avez surtout des problèmes de cet ordre-là, une orientation vers l'orthoptiste peut être plus pertinente en première intention. Vers un ergothérapeute, là, c'est vers les troubles du graphisme et des coordinations de manière générale. L'ergothérapeute, il va être plus orienté vers des activités. Donc, ça va être plus une rééducation dans le but de faire quelque chose. Donc, par exemple, pour écrire, pour utiliser un ordinateur, etc. Voilà, c'est toujours vers les activités. Alors que le psychomotricien, ça va plus être dans un trouble moteur global ou fin et dans les coordinations, mais il va travailler sur rééduquer de manière globale la motricité. C'est pas forcément orienté vers une activité, c'est un peu la différence entre ergothérapeute et psychomotricien. Des fois, on a du mal à différencier les deux, mais voilà, il y a des choses qui se recoupent entre les deux, mais la différence, ça serait plutôt ça. Et vers un neuropsychologue, si vous avez des difficultés plutôt d'ordre attentionnel, exécutive ou une suspicion de TDAH. Le TDAH est un diagnostic médical, c'est pas le neuropsychologue qui pose le diagnostic, mais ça peut être intéressant d'avoir un bilan neuropsychologique pour le médecin après. Et quand il y a une suspicion de plusieurs troubles ou qu'il y a besoin justement de ces professionnels qui ne sont pas forcément remboursés, donc ergothérapeute, psychomotricien, neuropsychologue,
et ben, ça peut être intéressant d'orienter vers une PCO pour ces familles-là ça peut être compliqué au niveau financier. Et donc là, vous avez une grille avec des signes d'alerte à différents âges, notamment à 5 ans. Et si vous avez 3 noms dans 2 domaines différents, et ben, du coup, vous pouvez orienter vers une PCO. Donc, c'est les médecins qui doivent orienter vers la PCO. Il commence à y avoir des expérimentations dans certaines régions, notamment en Normandie, pour que d'autres professionnels de santé puissent s'orienter vers la PCO, mais c'est encore au stade d'expérimentation. Alors, quand adresser à la PCO, donc avant 4 ans, il faut qu'il y ait 2 signes négatifs, donc de choses non acquises dans 2 domaines différents de développement, et de 4 à 6 ans, il faut 3 signes négatifs dans au moins 2 domaines. Donc, sur la grille que vous voyez qui était sur la diapo juste avant. Donc, par exemple, ça peut être un enfant qui a 12 ans, 24 mois, et qui pointe pas les objets, qui parle pas, qui réagit peu aux autres, qui est un petit peu dans sa bulle comme ça, qui est peu dans l'échange. Donc ça, voilà, on va orienter vers une PCO, suspicion d'un trouble un peu plus lourd et grave, quoi. Un enfant de 5 ans qui sait pas pédaler, qui en plus faire du vélo et qui a un langage en plus difficilement compréhensible. À 5 ans, normalement, on est compréhensible. Hein, il peut y avoir des altérations. Encore le che, par exemple, à 5 ans, c'est normal que ce soit pas acquis, mais ça n'empêche pas de le comprendre en général. Donc, si on ne le comprend pas bien, notamment en dehors de la famille, s'il joue pas avec les autres, voilà, là, on va aller plus vers une PCO parce qu'il va falloir plusieurs bilans et donc la PCO va bien pouvoir coordonner ces différents bilans. Très bien, merci beaucoup Camille. On va passer au rôle du médecin traitant dans le parcours de soins, un point fondamental. Elvire, tu peux peut-être rapidement nous donner ton point de vue de ce côté-là. Je peux me permettre d'insister rapide parce qu'on est un petit peu... Ouais. Non, mais en fait, c'est vrai que vous, enfin les médecins, vous avez un rôle qui est quand même très important dans le parcours de soins, notamment quand l'enfant va présenter une multitude de troubles ou un trouble 10 avec un TDAH, par exemple, ou avec un trouble du spectre autistique, parce que c'est vous qui êtes censé coordonner, en fait, un peu tous les soins, c'est-à-dire que la famille doit bien savoir que... un peu comme un médecin de famille finalement, où est-ce que va l'enfant, comment est-ce qu'il évolue, des choses comme ça. Donc il y a un rôle qui est très important et c'est vrai que c'est important. Et puis je pense que vous avez comme c'est vous qui êtes en charge en plus de l'adressage, c'est important que vous soyez sensibilisés et formés à ces différents troubles parce que la famille est souvent démunie finalement et c'est pas trop comment faire et est-ce que ça dure toute la vie. C'est des questions que certaines familles peuvent se poser en tout cas. Est-ce qu'il va avoir difficulté à lire tout le temps? Donc voilà, le rôle est primordial. Merci beaucoup Elvire. Camille, on vous repasse la parole côté soignant. Oui, alors c'est très important le rôle du médecin traitant, même alors déjà c'est lui qui prescrit les soins, mais même quand il y a des orthophonistes maintenant qui peuvent être en accès direct, et ben le médecin traitant, c'est quand même important que les patients aillent voir le médecin traitant, parce que les troubles du langage et des apprentissages, comme disait Elvire, ça peut être complexe, il peut y en avoir plusieurs en même temps, et en plus ça peut être causé par différentes choses. Il y a certains troubles qui peuvent en causer d'autres, par exemple un trouble du langage oral ou un TDAH, et ben ça peut avoir un impact sur le langage écrit. Et en plus, on a des comorbidités fréquentes. Donc, il y a 3 niveaux dans le parcours de soins selon la complexité. Quand il y a un seul trouble, un trouble simple du coup, enfin, qui peut être sévère, mais c'est simple parce qu'il y a un seul trouble. En général, il y a un seul professionnel de rééducation. On est sur un niveau 1. Par contre, quand il y a plusieurs troubles, il va y avoir plusieurs professionnels qui interviennent en général. Et donc là, c'est important que quelqu'un coordonne ces différents professionnels, regroupe les informations et ça va être le médecin traitant. Et pour des cas extrêmement complexes, et ben dans ce cas-là, on va pouvoir faire appel à un dispositif de niveau 3 et notamment le CRTLA, le Centre de référence du trouble du langage et des apprentissages, pour le suivi pluridisciplinaire et pour les diagnostics complexes, pour pouvoir bien démêler de qu'est-ce qui est causé par quoi, est-ce que c'est 2 troubles ensemble ou est-ce qu'il y en a un qui cause l'autre, etc. Et ce qui est important aussi, c'est qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent entraver le langage et les apprentissages. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'un enfant a du mal à écrire, ou du mal à lire, ou des difficultés de lecture, qu'il a forcément une dyslexie. Nous, le diagnostic de troubles des apprentissages, il se fait par élimination de diagnostic différentiel. Et donc, si le médecin traitant, il a vérifié ou prescrit des examens pour faire vérifier les éléments suivants, et ben du coup, on va gagner énormément de temps parce que nous, quand on va faire notre bilan, et ben ça aura déjà été vérifié et on pourra directement poser notre diagnostic. Alors sinon, on va juste pouvoir faire des hypothèses en disant, il faudrait vérifier ça, et après, on posera vraiment le diagnostic.
Donc, vraiment, déjà que les parcours sont très longs du fait de la pénurie des professionnels, si on peut faire les choses dans le bon sens et gagner du temps, je pense que ça peut être beaucoup mieux traitant, on va dire, pour les patients et les familles. Donc, à vérifier quand vous avez un patient qui vous présente ces problématiques-là. En premier lieu, la vue, toujours vérifier la vue, vérifier l'audition, vérifier l'état ORL. Donc, est-ce qu'il y a des allergies? Est-ce qu'il y a des grosses amygdales, par exemple? Comment est le frein de langue s'il est très restrictif? Alors, il y a des débats sur le frein de langue, mais s'il est très, très restrictif, ça peut quand même gêner. Comment est le sommeil, y compris est-ce qu'il y a des apnées du sommeil? Parce qu'un enfant qui est fatigué, qui ne dort pas assez, la concentration, ça va être compliqué. Et donc, les apprentissages, ça va être compliqué. Comment est le développement global? Est-ce qu'on est sur un trouble spécifique ou est-ce que il a un retard au niveau du langage, mais aussi des apprentissages, mais aussi du développement moteur? Et du coup, est-ce qu'on ne serait pas dans un problème plus global? Vérifier éventuellement si on a une suspicion de syndrome génétique, des troubles métaboliques, des carences, etc. Enfin, tout ce qui peut générer de la fatigue ou des troubles de l'attention en général. Et est-ce qu'on a une notion d'attention, de troubles d'attention, d'agitation, d'impulsivité. Donc, toutes ces choses-là à passer en revue quand vous avez une plainte au niveau apprentissage, ça fait gagner un temps incroyable après aux orthophonistes ou aux autres professionnels qui vont faire passer des bilans. Ok, merci beaucoup Camille. Le rôle du médecin traitant, si on aborde un petit peu le suivi, parce que malheureusement ces troubles s'inscrivent parfois dans la durée. Elvire, tu veux nous donner un petit peu ton sentiment à ce niveau-là? Le suivi, c'est très long, il faut s'armer de patience. Bon, c'est effectivement très condensé. Camille, du côté du soignant pour le... Alors, pour que ce soit moins long, voilà, du côté du soignant, en fait, nous, notre objectif, c'est pas de rattraper un niveau scolaire, parce que des fois, il y a une demande de l'école, ah, mais on arrête l'orthophonie, mais il a toujours des difficultés, etc. Alors oui, mais notre objectif, c'est pas de rattraper un niveau scolaire, mais c'est que les apprentissages soient plus une source de souffrance. En fait, on est des professionnels de santé, donc il faut que l'enfant, notre patient, soit bien dans ses apprentissages et qu'il soit en capacité d'apprendre, et pas qu'il ait tout récupéré. Et quand c'est un adulte, l'idée, c'est qu'il soit autonome dans son quotidien et son travail. Donc, soit on va rééduquer les processus cognitifs sous-jacents, soit les stratégies, soit on va proposer des moyens de compensation adaptatifs ou palliatifs. Et donc, selon les objectifs qu'on va définir avec le patient et son entourage, donc il ne va pas être de tout soit dans la norme, parce que ça, c'est pas possible, c'est des troubles durables, mais on va définir de quoi ils ont besoin. Le suivi peut être plus ou moins long. Il y a certains suivis, une dizaine de séances, ça suffit, et il y en a d'autres, ça nécessite plusieurs années, effectivement. D'accord. Merci beaucoup, Camille. Le rôle du médecin dans les démarches administratives. Alors là, j'avoue humblement que le médecin traitant, médecin généraliste, est souvent un peu démuni. Elvire, si tu veux bien nous donner, parce que je pense que c'est vraiment ce côté pratico-pratique qui est intéressant. Oui, en fait, sur cette partie-là, c'est quand on a un enfant en situation qui est multidis, on peut faire une reconnaissance de handicap, c'est quelque chose que j'ai découvert. Et une reconnaissance de handicap, ça ouvre des droits. Il peut y avoir des aides financières, mais ça ouvre aussi des droits, notamment à l'école, parce que c'est quand même un endroit où c'est très compliqué pour les enfants et pour les adultes, et qui font des études supérieures, parce qu'il y a plein de 10 qui font des études supérieures. Et donc, l'importance du dossier, en fait, MDPH, donc c'est un dossier administratif. Il y a un certificat médical, donc c'est un CERFA qui doit être rempli par le médecin, en fait, qui va coordonner l'ensemble des soins. Et c'est très important parce que selon la manière dont il va être rempli, les droits peuvent varier. Et ça concerne à la fois l'enfance pour la reconnaissance du handicap, mais aussi l'adulte, parce qu'on peut avoir une reconnaissance de travailleur handicapé quand on est 10, la fameuse RQTH, et bénéficier ainsi d'aménagement de poste quand c'est nécessaire. Donc, ce certificat médical, il est très important. C'est un CERFA. Donc, il y a un CERFA pour les familles et un CERFA pour les médecins. C'est lui qui va compléter donc, le diagnostic avec les éléments cliniques et il va indiquer un peu les retentissements qu'il peut y avoir aussi dans la vie quotidienne. En tout cas, il peut participer à ça. Donc, il faut bien avoir en tête qu'il y a les difficultés qui vont être rencontrées dans les divers domaines de la vie, notamment en matière d'autonomie. Parce qu'après, vous allez recevoir... En fait, les familles reçoivent après une notification pour dire le degré de handicap de l'enfant. Et selon le degré de handicap de l'enfant, les aides diffèrent. Donc, ils doivent indiquer les compensations si elles existent, les rééducations. Qu'est-ce qu'il a comme rééducation? Quand il y a des enfants des adultes qui sont avec un trouble de l'attention avec hyperactivité, il peut y avoir un traitement avec Ritaline qui doit être indiqué. Combien il y a de séances de rééducation par semaine? Souvent, quand même, on demande des rééducations intensives. Je parle pour l'enfance.
Pour l'adulte, ça peut être le cas également. Les informations donc aussi donc sur la posologie, donc combien le traitement. Souvent, les enfants qui ont un trouble de l'attention avec hyperactivité peuvent être sur Ritaline, ou les adultes et peuvent avoir de la mélatonine le soir. Donc, c'est des choses qu'il faut marquer parce qu'il doit être indiqué. Et en même temps, il faut joindre, en fait, là, c'est plutôt pour les familles, vraiment tous les comptes rendus, s'il y a eu des hospitalisations, toutes les consultations, tous les bilans doivent être joints, en fait, et les prises en charge paramédicales. Donc, c'est un document qui est c'est très fastidieux. Il y a des entreprises, CSF, ils donnent des jours de congé pour permettre aux gens concernés de faire le bilan et de remplir le dossier MDPH, parce que c'est vraiment compliqué pour les familles et c'est un décryptage en fait à avoir. Et c'est vrai qu'il y a des médecins, ils savent pas forcément comment les remplir parce ils n'ont pas toujours confronté. Donc c'est un document qui est très important pour les familles. Voilà. Merci beaucoup Elvire. On en arrive à la conclusion de cette présentation. Camille, je vais vous laisser présenter, vous me donner le go pour passer les diapos parce que il y a beaucoup de graphiques. On vous écoute. Oui, donc je voulais juste terminer avec une petite métaphore, un petit peu, vous pouvez passer la diapo d'après. Par rapport notamment quand les troubles sont le côté handicap invisible. Donc si on prend, vous pouvez passer. Voilà. La différence entre un enfant sans trouble et un enfant avec trouble 10 est que l'énergie cognitive qu'on dévolue à donc la reconnaissance des mots, le geste, la lecture, etc. Enfin, ce qui est du coup pas automatisé chez l'enfant 10. En rouge, on peut passer. Donc, chez un enfant sans trouble, il va utiliser un tout petit peu d'énergie cognitive pour lire, par exemple, ou pour compter, etc., parce que ça va être automatisé. Il va lui en rester beaucoup pour la compréhension, pour la tâche qui va être évaluée, par exemple, pour faire le problème. Voilà, il va utiliser peu de choses pour lire le problème, mais il va lui en rester beaucoup pour faire le problème après. Alors qu'un enfant avec un trouble 10, c'est passé. Voilà. Et du coup, il va déjà utiliser énormément d'énergie cognitive rien pour lire le problème ou pour lire le texte ou pour lire la consigne ou pour faire le geste, enfin pour écrire, pour copier le texte s'il a une dysgraphie. Et donc, du coup, il va lui en rester très peu pour finalement la tâche qui est évaluée et qui est notée. Et donc, il va pas être en capacité. Vous voyez que le niveau, il est au-dessus. Donc, en fait, il va fournir plus d'efforts que les autres, mais pour un résultat finalement peu payant, quoi. Et donc, c'est important ça à prendre en compte, c'est qu'en fait, ils fournissent énormément d'efforts et que du coup, même la tâche, elle peut déborder. C'est-à-dire que des fois, ça peut déborder au niveau du comportement. Ils peuvent s'isoler, ils peuvent devenir agités, enfin, etc. Parce que ils sont tout le temps en train de faire des efforts et ça ne se voit pas. Et donc, c'est important de prendre en compte ce côté handicap invisible et que tout le monde comprenne bien ce que c'est qu'un trouble 10, ce que ça veut dire comme réalité et qu'il y a beaucoup de choses cachées au niveau de l'iceberg. Ok, merci beaucoup Camille. On a le temps pour quelques questions. Alors, j'ai sous les yeux le chat des participants. Hein. Par avance, désolé si toutes les questions ne peuvent pas être présentées, mais le temps nous est un petit peu compté. Camille, Elvire, je vous demanderai des réponses très, très synthétiques si c'est possible. Bonjour, on dit que quand un enfant est dyslexique, s'il a une autre 10, il n'est jamais seulement dyslexique. Est-ce vrai ? Alors, c'est vrai qu'il a forcément une dysorthographie. Enfin, en fait, un trouble spécifique du langage écrit, on peut l'avoir tout seul. Ça, c'est vrai. Il y a souvent des comorbidités, mais ce n'est pas forcément le cas. Voilà. Ok, merci beaucoup. Chaque cas est unique, mais à quel point est-il pertinent pour les 10 d'être dans un environnement normal, entre guillemets, et à quel point est-il pertinent d'être entouré d'autres porteurs de troubles? Peut-être laisser Elvire répondre, non j'ai pas très bien. Enfin... Chaque cas est unique, mais à quel point est-il pertinent pour les 10 d'être dans un environnement normal, entre guillemets, et à quel point est-il pertinent d'être entouré dans d'autres porteurs de troubles? En gros, quel est le meilleur environnement pour un enfant 10? Moi, je pense que, en tout cas, là, pour les enfants 10, donc là, si on parle de l'école, je pense qu'ils peuvent tout à fait être dans l'école dite ordinaire, à partir du moment où ils ont tous les aménagements adéquats. Donc, ça peut être un tiers-temps, que ce que disait Camille, ça peut être un ordinateur portable s'ils savent taper à l'ordinateur, ça peut être un accompagnant d'élèves en situation de handicap. Moi, je ne pense pas du tout qu'il y ait une ségrégation qui s'opère, en tout cas. D'accord, merci bien. Qui peut poser un diagnostic de TSA ou TDAH chez l'adulte, Camille? Un psychiatre,
pour les deux d'ailleurs. TSA, c'est un diagnostic pluridisciplinaire, donc en général, il faut aller dans un centre ressources pour autisme qui va poser le diagnostic. Après, si vous avez fait les diagnostics, enfin, si vous avez fait chez un neuropsychologue les bilans qu'il faut et que vous allez voir le psychiatre après, il peut poser le diagnostic lui-même. Donc, oui, un psychiatre en général. D'accord, merci beaucoup. Faut-il expliquer tout cela à son enfant pour qu'il se sente normal, entre guillemets, qu'il ait conscience de la raison de ses difficultés et désacraliser ses retards? Sans doute pour toi, Elvire. Ça, c'est assez personnel. Je trouve comme réponse, ça dépend un peu comment est l'enfant. Après, moi, je pense qu'il faut aussi... Enfin, je pense que l'enfant, il est intelligent, il voit bien qu'il part en rééducation. C'est des enfants qui vont sortir de classe quand même régulièrement en raison de la pénurie d'orthophonistes. Ça veut dire qu'ils vont partir à 15h, aller chez l'orthophoniste une demi-heure et revenir à 16h ou 16h30, dans le meilleur des cas. Donc, ils savent quand même pourquoi ils y sont. Moi, je pense qu'il faut expliquer aux enfants qu'ils ont des difficultés, mais il ne faut pas les réduire aux troubles. C'est un élément. Ils ne sont pas 10, ils vivent avec des troubles 10. Et voilà, ça se dépasse, ça se surmonte. D'accord. Merci beaucoup. Une question pour Camille. Comment se nomme aujourd'hui une dysphasie réceptive? Trouble développemental du langage. Très synthétique, merci. Une dyspraxie peut-elle se limiter à des troubles oculaires sans toucher la coordination motrice? Mon fils est dyslexique et dysgraphique et il a tendance à sauter de ligne en lecture sans s'en apercevoir. Oui, tout à fait, mais ce n'est pas forcément une dyspraxie. Le mieux, c'est de faire un bilan orthoptique qui permettrait de voir si c'est peut-être juste un problème de coordination ou c'est peut-être un problème moteur d'ailleurs oculaire, donc orthoptiste. D'accord, merci Camille. Est-ce qu'on peut être aidé pour établir le dossier MDPH? Oui. Ouais, tu avais répondu on peut être aidé. Il y a des assistantes sociales qui sont rattachées au MDPH qui peuvent aider ou à se rapprocher des associations, mais voilà, ça existe. Ok, merci. Qu'en est-il pour les adultes? Accompagnement, outils, information, employeur? C'est plus compliqué chez les adultes, il y a moins de choses. Après, quand c'est dans le cadre d'une reconversion, souvent il y a des personnes qui peuvent aider, qui sont formées, qui aident dans les parcours. Et après, ça va être l'assistante sociale pour les dossiers, ça va être les rééducateurs s'il y a de la rééducation. Voilà, ça va être variable. Voilà, ça existe. Mais quand c'est pas dans un projet de reconversion, c'est vrai que les gens sont plus face à eux-mêmes. Oui, c'est un petit peu plus... une autre question, merci Camille. S'il existe une telle pénurie chez les orthophonistes, pourquoi ne pas orienter vers les psychomotriciens spécialisés dans les 10? Parce que... Oui. Non, allez-y. Je pourrais dire la même chose. Parce que les troubles du langage, les troubles du langage écrit et les troubles de la cognition mathématique, c'est du ressort des orthophonistes, pas des psychomotriciens. D'accord. Allez, une petite dernière question. Alors, on a une question sur une origine génétique au trouble 10. Oui. Sur le plan médical, je me garderais bien d'être affirmatif, Camille. Il y a des travaux. Oui, il y a des travaux, mais voilà. Ah non, mais c'est sûr, à 40% des cas, il y a une origine génétique. Franck Ramu l'a modélisé. Il est à l'ENS, si, avec certitude. D'ailleurs, souvent, ça a été dit, le diagnostic chez l'adulte, parfois, il intervient parce que quand vous êtes dans la salle et qu'on parle de votre enfant, vous avez l'impression qu'on parle de vous, enfant. Et là, vous partez dans un chemin où vous dites, ah ben moi aussi, je suis 10, et alors de quoi j'aurais besoin et est-ce qu'il y a des aménagements, est-ce que je fais une reconnaissance et tout ça. Donc, non, 40%. Ça, c'est modélisé, ça se trouve partout. Il y a plein d'études, on peut mettre les références. Okay. Et c'est bien pour ça que les antécédents dans la famille sont un facteur de risque. Exactement. Et j'imagine que dans l'anamnèse, vous posez la question. Tout à fait. Voilà. Ok, merci beaucoup. On va terminer peut-être par une question puisqu'on approche de l'heure qui nous était dévolue. Comment aider les adultes 10 en études supérieures? Alors déjà, oui. Non, allez-y. Il y a le dispositif Handisup, en fait, duquel on peut se rapprocher, et en général, ils sont très bien. Donc, ils accompagnent, ils donnent des conseils. Donc, vraiment, en études de Handisup, je pense que c'est plus ça. D'accord. Merci. Elvire, tu veux peut-être compléter? Oui, il y a des choses qui existent. Il y a Atypie friendly aussi, ça dépend des établissements. Mais en fait, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que dans les aménagements, vous pouvez avoir un tiers-temps et quelqu'un qui prend les notes pour vous. Aussi. Donc, il faut se renseigner, mais il y a des choses qui existent. D'accord. Ok. Écoutez, merci beaucoup. On n'a malheureusement pas pu répondre à toutes les questions, mais le timing, nous sommes à 58 minutes 55 secondes de webinaire et
en règle générale, pardon, il est important de respecter le timing. Donc, il me reste à remercier très très chaleureusement Camille qui nous a accompagnés, donc orthophoniste et vice-présidente de la FNO, et puis Elvire qui est l'autrice de l'Odyssée des 10, si je prononce bien, et qui est bien évidemment, vous l'avez compris, concernée au premier plan par ce sujet des 10. Voilà, on espère avoir été en tout cas éclairant sur ce sujet. J'en suis personnellement convaincu. Vous retrouverez, si mes informations sont exactes, vous retrouverez tout ceci en replay. Je vois que la régie me dit qu'effectivement, on peut dire que le support sera disponible avec le replay. Donc, vous pourrez retrouver toutes ces informations pour celles et ceux qui voudraient réécouter Camille et Elvire. Un grand merci en tout cas pour votre participation, et puis un grand merci également au support qui nous a aidé à construire ce webinaire. Merci beaucoup à toutes et à tous, et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci beaucoup.